semaine dernière, on a parlé de la mise en place du nouveau régime communiste, les choix difficiles que le régime a fait face à la pression qui venait à la fois de la guerre froide, la menace des États-Unis, la nécessité que la Chine devienne rapidement un superpower pour pouvoir se protéger, pour pouvoir fournir à son peuple tout ce dont son peuple avait besoin. On a parlé des succès en matière d'industrialisation, en matière de construction d'infrastructures. On a parlé également des problèmes, surtout au niveau de l'agriculture. Cette décision assez discutable de favoriser l'investissement dans l'industrie, de jouer le tout pour le tout en matière de développement rapide et de confiner les paysans dans le village où ils seraient obligés, malgré tout ce qu'ils avaient fait pour la Révolution, dans un premier temps avant la Révolution, durant la guerre, à vivre une vie toujours très dure. Comme on l'a dit, le rêve paysan était de très courte durée. Et donc les stress issus de ces années assez mouvementées et difficiles ont fini ensemble avec des stress issus des évolutions qu'on constate dans le monde communiste ailleurs, l'Union soviétique, la mort de Staline, les soulèvements ou presque dans l'Europe de l'Est, tout ça a fini par créer des conditions de crise en Chine. Donc après le grand enthousiasme occasionné par la Révolution et par les succès initiaux qui avaient marqué l'expérience communiste, arrivé en 55-56, il y avait des doutes ici et là. Pas des doutes qui auraient menacé la base même du Parti communiste, pas ça, mais des doutes concernant la bonne stratégie à poursuivre. Il y avait des gens qui se posaient des questions sur la sagesse, le bien fondé de l'idée de tout baser sur l'industrie lourde, ce qui menaçait la consommation, ce qui condamnait le peuple à vivre les vies difficiles et pauvres encore pour quelques années, au prix, tout ça pour nourrir l'État. Et toute l'expérience avait aussi occasionné pas mal d'interrogations de la part surtout de l'élite intellectuelle, les gens qui se demandaient si les stratégies adoptées avaient été les meilleures, si la violence utilisée par l'État était nécessaire. Et donc, on a dit la dernière fois, on a parlé du mouvement des sans-fleurs, où Mao Zedong décide d'essayer de mobiliser tout le monde dans un esprit d'unité, d'inviter les intellectuels, de rejoindre les rangs des révolutionnaires dans l'optique de contribuer, de par leur intelligence, de par leur travail, à l'exercice révolutionnaire. On a vu que malgré tout, et pour des raisons compliquées, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché à cause des sentiments exprimés par ceux qui ont fini par oser s'exprimer sur la place publique. Il y avait aussi de l'opposition à l'initiative de Mao Zedong au sein du parti. Et donc ça finit dans un échec assez lamentable, où Mao Zedong est obligé de changer la teneur de son discours sur la bonne gestion des contradictions au sein du peuple. Ils se sont obligés à envoyer en exil un nombre important d'intellectuels, et donc ça, c'était pas une solution à quoi qu'il soit. Et à la fin de cette expérience assez amère, la Chine se retrouve face au même problème qui avait occasionné l'initiative de Mao Zedong. Donc aujourd'hui, on va examiner ce qui va sortir de ces problèmes-là, deux mouvements et une révolution. Comme j'ai marqué, après les sans-fleurs, la Chine entre dans une période d'instabilité politique et sociale qui en fait va durer jusqu'à la mort de Mao Zedong en 1976. À la fin des années 50, dans l'espoir de développer l'industrie et l'agriculture en même temps,
les villes et les villages en même temps, Mao Zedong lance un projet utopique qui appelle le Grand Bond d'avant. L'idée étant de tout faire en même temps. Et malgré tout, ça finit dans une famine qui va coûter la vie à 30 à 50 millions de personnes. Un assez gros échec. Là où... Après quelques années de calme relatif qui ont suivi la fin du Grand Bond d'avant, Mao Zedong lance la révolution culturelle, qui est un geste encore plus audace, qui sera à la fois un coup d'État qui vise à faire tomber la majorité de ses camarades dans le parti, dans le gouvernement, et aussi une tentative de faire de la révolution un truc vivant. Il était convaincu que la révolution, ce n'est pas quelque chose qu'on réalise une fois pour toutes. Ce n'est pas une police ou un package de politique. La révolution pour Mao Zedong, c'était quelque chose qui doit rentrer dans la mentalité, qui doit être vécu tous les jours. C'est quelque chose d'extrêmement important. Ses visées étaient de refaire de fond en comble la façon d'être un être humain, la façon de vivre ensemble en société. Et donc, il va prendre une variété de mesures qui finit, comme je viens de le dire, dans quelque chose qui est presque un coup d'État. Et entre 65 et 69, les années clés de la révolution culturelle, les conditions en Chine vont frôler. Après, un retour dans l'ordre va s'effectuer à partir du début des années 70. Mais, comme était le cas dans le Grand Bond en avant, la révolution culturelle ne va pas atteindre ses objectifs et va finir par mettre fin à l'enthousiasme révolutionnaire populaire. Vos mots-clés, comme d'habitude. Les images, comme d'habitude. Celle-ci représente le Grand Bond d'avant. C'est un soldat qui a un outil agricole à la main, un instrument musical pour mobiliser la masse, et puis un fusil sur son épaule. Et l'idée véhiculée par cette image, c'est l'idée que la Chine avait décidé de transformer l'agriculture et le monde rural de par une mobilisation presque militaire. J'en parlerai sous peu. Là, c'est un jeune garde rouge. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. J'aime bien le regard espiègle. Les gardes rouges étaient les jeunes de votre âge et moins qui ont été mobilisés pour être les effectifs principaux de Mao Zedong sur la place publique. Et donc, ils étaient libérés de l'école, ils avaient la liberté de se promener un peu pas mal partout en Chine, la liberté de faire de la violence aux autorités, ou certains membres des autorités. Encore une fois, je vais revenir là-dessus. Sa gloire, Mao Zedong en militaire, c'est les uniformes militaires, il est entouré de soldats, de généraux, de militaires. Ces autres effectifs, encore plus importants que les jeunes, les gardes rouges, étaient effectivement les soldats. Si on va faire un coup d'État, il importe d'avoir de ton côté les soldats et l'armée. Il avait à son droite, à sa gauche plutôt, c'est un général qui regarde le petit livre rouge de Mao Zedong, qui est un trésor des slogans et de la philosophie de Mao Zedong. Et voilà Mao Zedong, encore une fois, un peu comme Dieu sur terre, avec la tête qui plane au-dessus de tout, et le peuple en bas qui saute de joie. Et c'est un peu ça que la vision de la révolution culturelle, que Mao Zedong allait briller et donc nourrir le peuple qui, lui, allait se transformer de par les rayons du soleil de Mao Zedong. La même
même chose. C'est les gardes rouges qui font la lecture collective de son petit livre rouge. Même chose encore, on peut voir leur ferveur en lisant. C'est une chose sérieuse. Il fallait absolument prendre au sérieux la lecture du petit livre rouge. Tout le monde l'avait appris par cœur. Il y avait des compétitions pour voir qui était le plus rapide à la réciter. Et ils sont devenus tellement bons qu'ils se sont mis à faire les récitations à partir de la fin vers le début. Ce qui ne veut rien dire, c'est juste un petit truc qu'on fait pour être un peu show-off. Et donc, le grand bond en avant. Le contexte et les enjeux, encore une fois, c'est la même chose dont on a parlé la dernière fois. La production agricole avait traîné tout au long des années 50, ce qui a fini par remettre en question la stratégie de développement et le sens de la révolution. La solution proposée par Mao Zedong était l'organisation militaire de la production agricole, la transformation totale et rapide de la société entière. C'est un peu comme si ils ont décidé de refaire la guerre, mais cette fois-ci pas au Japon, mais à la Terre, aux conditions de vie, conditions économiques. Donc c'est une période utopique et frénétique où tout le monde travaille comme jamais avant et jamais après, et qui va finir, comme je l'ai déjà dit, dans un gros échec. La politique de base du Grand Bond avant, la première politique, était la commune. La commune était une restructuration de la vie rurale. La théorie a été que l'organisation sociale était la clé au développement rapide. Donc l'idée a été que la Chine, avant la commune, les villages avaient été collectivisés un tout petit peu, j'en ai parlé la dernière fois, mais toujours est-il que le leadership, la comptabilité, tout se faisait au niveau du village, ce qui, selon la théorie à l'époque, empêchait l'organisation ou la réalisation des projets plus importants. Donc une commune allait être l'ensemble de plusieurs villages et donc souvent la population chiffrée dans les dizaines de milliers de personnes sous la direction d'une personne. Et donc c'est beaucoup plus, l'unité de base est donc beaucoup plus grande et ça permet en théorie une direction d'en haut qui sera plus efficace. Je ne sais pas combien de villages il y en avait avant, mais si on imagine qu'un village typique aurait quelques centaines, peut-être même 2000 personnes, ça dépend beaucoup d'où se trouve le village, et qu'une commune va avoir peut-être 20 000, 25 000 personnes, on peut voir à quel point le changement est important. Et là-dedans, les paysans sont organisés dans les brigades, les équipes, ils sont déployés de façon militaire. Par exemple, si une commune euh, examine les conditions ou les problèmes qui empêchent un développement rapide sur le plan de l'agriculture et décide par exemple qu'il manque de l'eau, ils vont envoyer une brigade à aller creuser. Donc probablement ça veut dire qu'une bonne partie de la main-d'œuvre masculine sera déployée à faire des projets qu'un village n'aurait pas pu faire dans le temps. La question se pose, qui va remplacer cette main-d'œuvre qui est partie faire des choses fondamentales? Et la réponse, c'est que les femmes. Les femmes vont prendre la place des hommes dans les champs, ce qui n'est pas inédit. Il y avait des femmes qui ont fait ça avant. C'est juste une question de mesure. C'était plus important, cette mobilisation, que dans le temps. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la famille? Ce qui se passe au niveau de la famille, c'est qu'au début, ils organisent les personnes âgées pour prendre la place des femmes au foyer. Plus tard, ils vont se mettre à manger dans les restos communs, ou ce qui mettra fin à la nécessité d'avoir des cuisines dans toutes les maisons.
Donc c'est un changement important. Si on imagine que la même chose nous arrive ici à Montréal et qu'on est obligé pour tous les repas à aller manger dans un cafétéria, dans un restaurant, on n'a plus le droit de manger chez nous, ça serait un gros changement. Mais c'est ça qu'ils ont prévu. Ce genre de mobilisation, ce genre d'attaque sur la nature, par le moyen, encore une fois, de l'organisation militaire de la population. Donc la commune facilite ça et il se lance tout de suite dans la décentralisation qui rentre en conflit un peu avec ce que je viens de dire, comme la commune facilitant une direction centralisée. Je pense qu'il y avait beaucoup de contradictions dans la théorie. Et c'est peut-être pas la décentralisation, mais la notion, c'est que toutes les communes vont devenir hyper actives, hyper motivées. Elles vont se lancer dans des projets, euh, certains projets qui vont venir d'en haut, certains projets qui sont pensés ou conçus par les communes elles-mêmes. Et donc l'idée, là, comme j'ai marqué la théorie, c'est que au lieu d'attendre le développement des infrastructures, ils allaient privilégier plutôt l'autosuffisance au niveau local. Donc je viens de parler de l'irrigation, aller creuser dans quelque part pour trouver l'eau nécessaire euh, pour faire des meilleures récoltes, mais ça allait beaucoup plus loin que ça. Quelque part, ça rejoint la notion utopique que la Chine n'allait pas attendre le développement normal d'un pays pauvre vers un pays riche. Ça prend normalement des décennies, les investissements majeurs, ça prend du temps. Et la Chine était impatiente. Donc l'idée a été que, au lieu d'attendre que l'État, par exemple, construise toutes les infrastructures, les chemins de fer, les routes, les industries dans toutes les régions, les communes allaient faire tout ça eux-mêmes. Et donc, beaucoup de communes ont décidé d'investir dans les hauts fourneaux qu'ils auraient chez eux pour fabriquer l'acier dont ils auraient besoin pour des projets plus importants, comme les aéroports, par exemple. C'est clair qu'aucune commune n'avait besoin d'un aéroport, mais dans la vision utopique qui était à l'arrière de tout ça, du Grand Bond avant, la notion c'était que du jour au lendemain, la Chine rurale allait se transformer de par ses propres efforts. Et donc c'est un peu drôle, je suppose, une fois qu'ils ont décidé que c'était plus nécessaire que chaque foyer ait sa cuisine propre à elle, ils ont pris les batteries de cuisine et ils les ont fondues dans les hauts fourneaux dans l'optique de faire de l'acier. Il va sans dire que l'acier ainsi produit ne servait pas à grand chose, mais c'était quelque chose qu'ils ont fait quand même. Ça va sans dire aussi que les aéroports ont servi à peu de choses aussi, sauf le symbole au début de l'optimisme, comme quoi la Chine, encore une fois, allait se transformer du jour au lendemain, et après, du perte du temps occasionné par cette campagne. Les rouges abat les experts. Ici, la théorie, c'est que la sagesse et l'expérience d'un paysan ou un ouvrier, motivé et engagé sur le plan politique, va dépasser le savoir scientifique des experts. Donc, à la base, ceci revient à dire qu'on est capable et vise à motiver la créativité et l'imagination des masses. Dans le fond, c'est une politique, le tout, c'est une tentative extrêmement populiste. Ça rappelle Yunnan, ça rappelle tout ce qui est révolution par la volonté. Et donc, par exemple, une illustration de cette théorie, c'est que pendant le Grand Bond, les étudiants fréquentaient l'école seulement le matin, et en après-midi, ils se lançaient dans des expériences pratiques. Ce qui n'est pas bête, mais il y a des limites aussi. Et en réalité, cet enthousiasme révolutionnaire a fini par occasionner des pertes énormes. Je viens de dire tout à l'heure que les hauts fourneaux ont produit beaucoup d'acier qui ne servait à rien. Et en matière de l'agriculture, ils se sont lancés dans des choses un peu
stupides aussi. Par exemple, à un moment donné, ils ont décidé que si planter les semences plus près l'une à l'autre, ça finirait par donner des récoltes plus importantes. Et ça, c'était pas une initiative paysanne. Tous les paysans savaient qu'il fallait respecter la nature et que chaque plante allait consommer sa part de ce qui existait comme nourriture dans le sol. Mais c'est les autorités centrales qui ont insisté là-dessus. Et ça a fini par causer des famines. C'est un élément important dans les problèmes qui allaient miner l'initiative à la fin. Et transformation par la volonté. J'en ai parlé déjà. Donc le tout était accompagné d'une vague de propagande énorme qui visait à motiver les paysans et les ouvriers aussi en ville. La campagne ne se limitait pas au village ou au royaume agricole. En ville aussi, les ouvriers étaient appelés à travailler pendant des heures et des heures par jour pour construire des nouveautés. Beaucoup des buildings qui marquent la place Tiananmen à Beijing, par exemple, ont été construits dans très peu de temps pendant cette période-là. Et donc, c'était encore une fois une frénésie qui avait marqué, qui avait embarqué toute cette période-là. Un peu la chronologie de la chose, ça commence à la fin de 57 avec les communes et toutes les expérimentations qui sont venues avec. En été de 58, il y avait une bonne récolte, ce qui a amené son lot d'optimisme et ça a donné le feu vert pour aller de l'avant. Au cours de l'automne de 58, c'était la période la plus folle peut-être, un vent communiste soufflait sur le pays. La propagande disait que le communisme s'en venait très rapidement et que l'argent était plus nécessaire, que les règles normales d'agriculture ou de la science agricole, c'était plus nécessaire de les respecter parce que tout allait être transformé. Il y avait pendant cette période-là aussi une compétition malsaine entre les communes pour essayer de convaincre les autorités que ma commune à moi, ça travaille plus fort que les autres. Donc si une commune disait par exemple que moi j'ai réalisé des augmentations de production de 20%, ce qui est énorme, c'est presque impossible de faire un truc pareil, la commune à côté dirait que 20% c'est rien du tout, moi c'était 25%, et celle à côté dirait moi c'est 30 et 35, et donc c'était un processus de surenchère qui a fini par convaincre les communistes, qui normalement c'est des gens pragmatiques, très terre à terre, qu'ils avaient vraiment réussi à rejoindre une utopie quelque part, qu'ils avaient percé, que ça allait marcher. Et donc ils ont perdu complètement le contrôle des statistiques. Au début de 59, certaines autorités avaient vu que les choses ne tournaient pas forcément rond. Donc, certains étaient retournés dans leur pays natal pour voir ce que ça avait donné et retourner à Beijing ou en ville un peu désabusés, se disant que, bon, on s'est échappé belle, ça va mal dans beaucoup d'endroits, ça fait des dégâts. Et donc, ça se parlait un peu, l'idée de ralentir tout cela. Il y avait une réunion importante à Lushan, c'est un endroit au sud de la Chine, où ont été convoqués le leadership important du Parti communiste. Peng Dehuai, un militaire, a dit la vérité, qu'il était retourné chez lui à Hunan, même province natale de Mao Zedong, et qu'il y avait une vraie possibilité qu'il y aurait des famines. Face à ça, Mao Zedong fait un choix d'être complètement cynique et d'insister d'aller de l'avant. Donc ils ont continué malgré le fait qu'ils savaient qu'il y avait des gros problèmes. Et c'est cette deuxième année de suite de folie qui a fini dans la famine, qui a coûté la vie à 30 à 50 millions de personnes.